I would like to introduce Emeline Lee, who will presenting Marielle Massé. Emeline Lee is a PhD candidate at the NYU French department, and she translated a text by Marielle Massé for the journal La Deleuziana, a text entitled Nous on nous, which was a very difficult task to translate, and I apologize for that. And so she will talk you about that. Thank you. So I'm honored to have the chance to introduce Marielle Massé, whose work offers so many powerful means of approaching the themes that will bring us together for democratic dialogue over the coming 2 days. There's much to say, so I'll begin right away. Marielle Massé is directrice de recherche at the CNRS and directrice d'études at the École des Hautes Études en Sciences Sociales. She holds many other positions as well, within journals, in particular at Critique and at Poésie, with its distinctive ampersand or esperluette, and as visiting professor and researcher at many institutions around the world, including at NYU for many years. She has also been active in projects that reach the non-academic public more directly, producing work for the stage at the Maison de la Poésie and the Théâtre des Amandiers, among other institutions, and writing 2 beautiful essays published by Verdier recently, which I'll return to in a moment. Her research is at the forefront of the current study of French literature and thought, and in particular, the exploration of the borders, blurrings, and exchanges between literature and life, and between poetry and politics, which is one of the questions that will concern us today. The first work I read by Marielle Massé was her magisterial history of the essay genre in 20th century French writing, so Le Temps de l'Essai from 2006. To me, and I think to many young scholars, it was a revelation, a work of literary history that not only reorganized our sense of the intellectual landscape of the past century by demonstrating the centrality of the elusive, indefinable by definition form that is the essay, but opened up new avenues for understanding genre in general, and did so while sacrificing neither bold argumentative sweep nor attentive readings of specific works. The essay negotiates, sometimes in a very direct sense, as a site of conflict, between literature and other forms of knowledge, while giving that negotiation a particular shape, what Julien Gracq calls l'engagement de la pensée dans la forme. Marielle Massé's interest in this liminal status of the essay brought her to the question of the integration of literary experience and memory into individual modes of perception and action. This is the subject of her book, Façon de lire, manière d'être, published in the NRF Essay collection by Gallimard in 2011. It's sometimes uncanny to read Marielle Massé's readings of writers writing about their own reading, and to recognize oneself so intensely in those experiences, which Massé asks us to understand as a shaping of life by literature. She identifies specific ways in which an individual's reading life shapes their ways of understanding and paying attention to the world, and shows that what we experience as something deeply personal is in fact a shared experience, one that we have in common. One way to understand Marielle Massé's trajectory is by calling on the word élargissement, whose resonances she appreciates. After writing about how literature influences the shape of every aspect of our lives, her attention broadens, s'élargit, to the question of style and the effect of chosen styles on our decisions about how to live. She experiments with the elasticity of the notion of style when applied to all forms of knowledge, not only aesthetic, but also social scientific, historical, and political, in her book Style, Critique de nos formes de vie from 2016. This turn outward from literature toward dialogue with multiple forms of inquiry, from anthropology to architecture, yet remaining rooted in literature's unique aptitude for shaping our ideas and attitudes, characterizes much of her recent work, including the lyrical but piercing reflections of the 2017 essay Sidérer, considérer, Migrants en France, published with Verdier. In the past few years, this élargissement of Marielle Massé's objects of study and of patient interpretive attention has continued, opening to encompass the non-human. She proposes new ways for our present of interacting with the old lyrical objects, the companions of poetry at least since Ovid, birds, rivers, fields. These concerns are especially central in the influential short essay Nos Cabanes, which came out this past March, and in 2 important issues of Critique, which she coordinated and contributed to. Vivre dans un monde abîmé from earlier this year, and Nous from 2017. So as Jeanne says, I had the privilege of translating Marielle Massé's article in the Nous issue for the journal La Deleuziana, where Jeanne is editor. So the article was entitled Nous en nous, autour d'un pronom politique, and the English title that we settled on was Let Us Connect,
on a political pronoun. Thinking back to this now, I had also proposed the title Only Connect Ourselves. First, in homage to E.M. Forster, only connect the prose and the passion, and both will be exalted, says Forster's Margaret. And this exaltation of the marriage of prose and passion is achieved in much of Macé's work. So only connect, and then ourselves separate, in order to indicate the trickiness of nous, which is not an expansion of I, but a vision of what it would mean were every member of a we to take on that we as theirs. The word nous is both subject and object pronoun in French, while English distinguishes between we and us. So that can be something we can all reflect on. And in the translation, many subtle similarities in sonority between nous and noué, to not, connect, nouage, and dénouage had to be rethought and reimagined in English. The challenges of translating a text so delicate and deliberate in its choice of terms gave me the opportunity to appreciate the rigor of Macé's commitment to connecting stylistics and politics. So in Nos Cabanes, the stars of the sentence are the verbs, in a sense. You show us the infinite possibilities of the infinitive, for example. But the question of nous, of we and us, remains present. You offer ways to conceive of us as neither a protection nor even a belonging, but as an unfinished project. The issues you will address today lie at the intersection of your recent titles. How may we speak the word we, W-E, we, with the right mixture of imagination and tact, with sufficient justesse and justice in our damaged world, our monde abîmé? So thank you for agreeing to share your responses to these questions with us today. Je suis évidemment particulièrement joyeuse de vous voir là sur ce petit écran, mais assez triste en vérité de ne pas être avec vous, surtout pour une intervention qui s'intitule Retour à nous. Vous savez sans doute, le département de français de NYU, c'est un lieu, une communauté très précieuse pour moi. J'y suis venue pendant plusieurs années et j'y ai parmi mes plus beaux souvenirs et mes plus belles amitiés intellectuelles, dont beaucoup de personnes sont présentes dans cette salle. Je vous suis donc très reconnaissante, Philippe, Jeanne, de m'avoir conviée à ces échanges, d'avoir accepté le principe aussi d'un talk à distance. Et c'est avec toute la chaleur réfléchie, méditée, qu'il y a dans le mot « nous » que je m'adresse à vous. Alors, je vais revenir sur plusieurs éléments du travail qui a été cité et traduit avec beaucoup de finesse par Emmeline et essayer de porter ces éléments un peu ailleurs, un peu plus loin. Retour d'abord donc sur la formule qui a lancé pour moi toute cette réflexion et qui a été rappelée tout à l'heure, « Nous en nous ». C'est le titre que la romancière Emmanuelle Pagano a donné à l'un de ses livres, un recueil d'histoires où chaque séquence est occupée à la forme précise d'une relation d'amour. Nous en nous. Cette formule emporte, entraîne, elle a la justesse du poème infaillible. On y reçoit donc à l'impératif le pronom nous comme une sorte d'appel. Oui, faisons-le, nous en nous. On y entend que dans le nous, quelque chose se noue, doit se nouer, et pourra donc aussi bien se dénouer. On y devine aussi que penser et éprouver le nous amoureux, ce n'est peut-être pas inutile à une réflexion sur le commun. Autrement dit que le nous d'amour pourrait, si on l'écoute, s'infinir en quelque sorte en politique, et cette expansion du nous amoureux, qui est l'objet millénaire de la lyrique, en vérité, a d'ailleurs été le terrain d'élection des poètes de la Résistance. Alors on pressent également que quelque chose peut cependant très vite se mettre à bégayer ou à s'enquister dans la profération du nous, un nous en nous, dans un abus du nous, de certains nous très noués que l'on connaît bien aujourd'hui. Et puis on comprend enfin qu'il revient sans doute à la littérature de creuser les scènes possibles du nous, des nous, puisque c'est bien de langue, de paroles, de phrases, et pas seulement de communautés ou de groupes constitués, qu'il est, avec ce mot « nous », question. Et cette bifurcation syntaxique ou pronominale, je dois le dire, entièrement à la conversation avec Martin Rueff.
Autrement dit, il faudra pour penser cela le secours des écrivains et de tous ceux qui animent un rapport médité à la langue et à la parole, tous ceux pour qui la langue et la parole changent quelque chose. J'ai l'impression que c'est ce qui nous réunit aussi, même si je suis, voilà, reliée par un fil beaucoup plus ténu à vous. Aujourd'hui, je me sens quand même bien présente. Une guerre des nous et pas vous, nous et pas eux, surtout pas eux, c'est ainsi que s'énonce souvent aujourd'hui la question politique. Et dans la compréhension des enjeux de cette question comme de cette guerre, une attention littéraire, une attention poétique sera peut-être d'un véritable secours. Quelques exemples. C'est le nous qui s'est senti vaciller pendant les attentats de 2015. Les événements nous ont obligés, et je cite là Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet dans un très bel essai qui s'intitulait Prendre date. Les événements de 2015 nous ont obligés à remettre sur le métier le nous diffus, vague, relâché, incertain que nous formions. Et j'ajouterais que ce qui s'est singulièrement manifesté, c'est pas exactement qu'un eux a attaqué un nous, un dehors, un dedans. L'effroi, c'est que c'était une partie de nous qui s'était retournée contre nous. C'est aussi le nous qui est en question dans la crise des réfugiés, ou plutôt dans la crise de l'accueil et de l'hospitalité que connaît aujourd'hui l'Europe. Les gestes d'hospitalité, ou au contraire leur refus, voire leur criminalisation, nous disent, ou du moins nous demandent, où nous en sommes dans la constitution d'un nous. Et vous avez peut-être le souvenir, si vous êtes passé par Paris ces dernières années, d'avoir lu sur les murs un tag qui ouvrait une scène pronominale étonnante et très belle. Ça disait ceci: étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les Français. À Paris. Étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les Français. Et puis c'est encore le nous qui a peiné à se former lors des dernières élections présidentielles, faute peut-être de concernement, de lien, du sentiment de pouvoir faire quelque chose à la politique ou même seulement d'en être. Qui nous le peuple, nous tous. Et c'est peut-être aussi de la possibilité de dire nous que le mouvement des Gilets jaunes continue de crier le besoin. Il y a un retour à nous, au mot nous, aujourd'hui. Le pronom résonne fortement, à la fois comme un espoir et comme un tourment. On entend bruire, je crois, un appel évident, peut-être une nostalgie, dans les milieux militants notamment, pour la force et la chaleur de ce mot-là. Mais on constate aussi des abus du nous, des nous trop hâtivement formés. Il est donc important de se demander ce qu'exactement il est dit à chaque fois qu'on dit nous. Alors il y a une actualité savante à cette interrogation, à ce mot. Nous ne sommes pas les premiers à le choisir comme un horizon de notre réflexion. Des historiens, des sociologues, des philosophes se sont posé cette question, ouvrant une enquête sur les nous d'aujourd'hui, dans leur intensité ou leur fragilité, leur cohésion ou leur dispersion, et au fond dans une interrogation sur toutes les façons que nous pouvons avoir de nous sentir membres d'un pluriel. Du point de vue des sciences humaines, et c'est de cette actualité-là que je m'étais autorisée pour construire avec d'autres le numéro de critique dont a parlé Emeline tout à l'heure, auquel Martin Rueff a participé. Du point de vue des sciences humaines, il s'agissait notamment de réfléchir à nouveau frais à la formation et au devenir du nous occidental ou du nous moderne ou du nous humain. Que devient par exemple le nous des vivants humains dans leur côtoiement avec l'environnement, avec les bêtes, qui ne sont plus seulement notre décor, mais qui apparaissent désormais comme des partenaires, parfois même des personnes juridiques, ce sont des choses que vous connaissez. C'est l'un des grands enjeux de l'anthropologie contemporaine, attentive au vaste pluriel des formes de vie et de leurs intrications, de leur entremêlement, chez Latour, Haraway, Édouard de Caunes, Anna Tsing, Vinciane Després. Partout chez eux, il s'agit de penser de nouveaux liens, de nouveaux attachements, de nouvelles façons de se rapporter à ces autres vivants que sont les bêtes, les forêts, les glaciers, les rivières. Vous connaissez peut-être le très bel essai de Baptiste Morisot, c'est un philosophe et un pisteur de loups, ou un pisteur de loups et un philosophe. Son essai s'intitule « Les diplomates » et il est sous-titré « Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant ».
Et des diplomates, c'est effectivement ce que nous sommes appelés à devenir, non plus maîtres et possesseurs donc, mais dans une sorte d'écologie relationnelle, des êtres capables de composer avec d'autres vivants, de converser peut-être avec d'autres vivants, de recevoir quelque chose d'eux, d'entrer en commerce avec eux, sans pour autant se hâter d'en faire des sujets identiques à nous. Et tout cela transforme évidemment notre propre nous. Chez les historiens aussi, cette question du nous est aussi très vive. C'est avec plusieurs d'entre eux le nous européen qui est désormais appelé à vaciller, ou plutôt à prendre en responsabilité sa propre historicité. C'est ce qui advient dans les entreprises d'histoire connectée, qui nous insufflent désormais leur grande respiration. Je pense bien sûr à l'histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron, mais il y a beaucoup d'autres exemples, même pour le si timide espace éditorial français de ce point de vue. Dans ces travaux, il s'agit surtout d'empêcher les récits historiens de se souder trop vite, et d'entretenir de cette façon-là les fables d'un nous continu, par exemple le nous flatteur d'une Europe continuellement gréco-latine et résolument chrétienne, ça ce sont les mots de Patrick Boucheron. Il s'agit de dépayser notre propre passé, de ne pas nous y installer comme en terrain conquis. Il s'agit, et je cite encore l'histoire mondiale de la France, de faire que notre histoire devienne moins évidemment nôtre, qu'elle nous intrigue et nous étonne, et que l'on cesse surtout de prétendre entretenir avec elle un rapport d'immédiate connivence. Et puis la philosophie participe aussi de ce questionnement. Tristan Garcia a publié en 2016 un essai intitulé précisément « Nous ». Alors j'en ai une lecture à la fois enthousiaste et très critique, alors je vais essayer de suivre mes deux élans. Ce livre retrace l'aventure de l'émancipation, des émancipations modernes, c'est-à-dire la venue à la visibilité de collectifs auparavant invisibles ou inaudibles. Et ces collectifs sont conçus comme autant de nous différents, proliférants, contradictoires aussi, nous les femmes, nous les noirs, nous les vivants, proliférants, contradictoires, mais susceptibles de se croiser à l'intérieur de chaque individu. Et c'est ça qui intéresse le travail de Tristan Garcia. Il s'interroge sur la multiplicité interne qui marque aujourd'hui toute identité individuelle, plus explicitement qu'auparavant. Peut-être pas plus intensément, mais en tout cas plus explicitement qu'auparavant, plus publiquement qu'auparavant. Et puis il part aussi dans ce livre à la recherche des contraintes d'identification qu'il y aurait vraiment au fond de nous. Il s'applique à montrer la fragilité de chacune des grandes catégories d'appartenance, l'espèce, le genre, la classe, la race, l'âge, et à diagnostiquer une crise de ces catégories. Il cherche à expliquer comment notre époque, qui n'y croit pourtant plus tellement, les maintient, ces catégories, les maintient malgré tout dans beaucoup d'usages stratégiques. Et puis il conclut enfin à l'espoir d'un rapport assoupli à l'identité qui ne force ni les différences ni les ressemblances. Une question posée à l'identité. Alors Tristan Garcia a raison de poser la question du nous sur ce terrain de l'engagement et des émancipations, mais j'ai l'impression que son analyse prend le risque de s'affaiblir dans une interrogation un peu trop mécanique, disons, sur l'identité, justement, sur l'appartenance, qui se voit pluralisée, compliquée, dénaturalisée, mais pas vraiment repensée à l'écoute de la langue. En fait, la seule chose dont il ne traite pas dans ce livre qui est tout à fait passionnant, c'est la question du mot « nous », de ce que dit et porte et soutient et ouvre ce mot. Il n'ouvre pas la question du pronom, il ne s'avance pas sur la scène syntaxique. Son sujet est à la fois plus large et plus simple. C'est, je crois, la grande question de la communauté, ou plutôt des communautés, c'est-à-dire de l'appartenance, et de l'appartenance de chacun d'entre nous aujourd'hui à une pluralité de cercles identifiants, de groupes, de foyers de fidélité, au centre desquels chacun a à se situer.
Et Tristan Garcia se demande ainsi ce qu'il en est de l'identité contemporaine, une identité faite d'inclusion plurielle et d'exclusion multiple, c'est-à-dire d'appartenance contradictoire. Et il reconduit donc la question pronominale à celle d'une multiplicité de noms de groupes, les femmes, les homosexuels, les Français, les vivants, etc. En fait, je suis pas sûre que ce soit de cette politique des noms collectifs, que nous avons avant tout besoin quand on s'interroge justement sur la façon de s'éprouver à l'intérieur d'un pluriel. Et l'imaginaire spatial, en fait, qui anime l'ensemble de cette démarche de Tristan Garcia, le fait de découper des cercles à l'intérieur d'un vaste périmètre qui serait celui du tous, et puis ensuite de découper des cercles gigognes, tous, les vivants, les femmes, etc. Le découpage de cercles avec leurs périmètres, leurs intersections, leurs superpositions, et qui visent quelque chose comme une identité en calque, une superposition possible des cercles, ça conduit à des affaires d'identification, d'appartenance d'un sujet à de plus vastes ensembles qui existent autour de lui comme des contenants. Ça permet de mettre en lumière les identifications contradictoires auxquelles tous les sujets sont soumis et entre lesquels tous les sujets, nous tous, devons faire notre chemin politique en quelque sorte. Une femme noire homosexuelle, par exemple, à quel nom commun, à quel nom de groupe s'identifiera-t-elle pour espérer plus de liberté? C'est ça la question qu'il se pose. Je le cite, tout est une question de priorité entre les cercles. Et d'ailleurs, je continue la citation, de temps en temps, à certains instants importants de notre vie, notre ordre des nous change soudainement et la forme même de nous se transforme. Nous nous sentons bouleversés et convertis ou bien défroqués de nos anciennes convictions. Chacun a fait l'expérience de changer en soi la priorité de ses appartenances et de voir alors se transformer sous ses yeux le découpage de tout ce qu'il perçoit. Ça me paraît très juste, cette question est très forte. Moi, je me souviens clairement du jour où tout à coup, je me suis dit, ah tiens, jusqu'à présent, j'ai vécu comme un homme. Mais c'est pas là exactement posé le problème du nous, ni même celui du commun, en vérité. Nous et commun qui implique d'interroger non pas des ensembles, des détourages, des découpages à l'intérieur du grand ensemble de tout, de tous, mais qui implique de réfléchir à ce que peut être un sujet collectif, un sujet et qui est collectif. Et en vérité, Tristan Garcia se montre, c'est un type formidable, hein, je fais avec le texte tel qu'il me permet de travailler ou d'avancer, mais il se montre si peu sensible à la question pronominale que, par exemple, des phrases comme « Nous sommes tous des juifs allemands » ou alors « Nous sommes Charlie ». À vrai dire, c'était plutôt « Je suis Charlie ». Mais des phrases comme ça lui paraissent des énoncés menacés d'inconsistance parce qu'ils ne peuvent pas aboutir à des identifications littérales. Je trouve que c'est être très peu attentif à ce qui s'invente dans ces scènes grammaticales-là. Par exemple, pour « Je suis Charlie », il s'agissait pas du tout de renvoyer chacun à une brutale question identitaire, « Toi, qui es-tu » et « En es-tu ou n'en es-tu pas ?» Il s'agissait peut-être de construire dans la syntaxe le partage d'un deuil, non pas d'endosser une propriété, mais d'endosser une blessure. Moi, je l'entends comme une formule d'hospitalité et pas du tout comme une formule d'identification. Alors, parler de nous, parler du nous, parler pour nous, ça suppose une interrogation d'un ordre peut-être assez différent, plus modeste aussi. Ça suppose une attention linguistique, adossée à une patience et à une intensité dans le rapport à la langue et à ses scènes, des dispositions que l'on peut, avec confiance, aller chercher chez des écrivains et chez des lecteurs qui s'efforcent de se mettre durablement à leur écoute.
parce qu'à la représentation spatiale des cercles concentriques ou intersectés, la linguistique a en effet beaucoup à objecter. Elle encourage à entendre dans le mot « nous » bien d'autres choses, à éprouver que « je » n'est pas dans nous, comme un item dans un ensemble, que d'ailleurs « nous » n'est pas un « dans », que « nous » ne découpe pas un sous-ensemble dans le grand cercle de tous, que « nous » n'est peut-être pas nécessairement un pluriel, ça on le sait, il y a toute forme d'occurrence du « nous » qui en font un faux pluriel parfois. Alors c'est Émile Benveniste, vous le savez, qui a donné de la question du « nous » la description la plus fine. Cette description surprend, elle déplace, elle invite à rouvrir autrement la question en posant le problème du genre de sujet qui est donc le sujet collectif. Benveniste a noté et retenu, exagéré à certains égards, une donnée, le fait que dans presque aucune langue, nous n'est simplement construit à partir du pronom je qu'il porterait au pluriel, à la différence par exemple dans la langue française de la troisième personne du pluriel qui affuble mécaniquement d'un S, de la marque du pluriel, le pronom singulier, il, elle. Nous est un autre mot que je, morphologiquement un autre mot avec une autre étymologie, avec une autre histoire. Il n'en dérive pas, il ne le pluralise pas, et il est clair, précise Benveniste, que l'unicité et la subjectivité inhérente à je contredisent la possibilité d'une pluralisation. En fait, et c'est ça sans doute la belle chance de bifurcation quand on a une écoute pour la langue, c'est que je et nous, ce sont des faits de langue et de parole. Ce ne sont pas les noms grammaticaux de l'individu et du groupe. Ce ne sont pas les équivalents grammaticaux de l'individu et du groupe. Ce sont des positions dans la parole, et la parole régit autrement le singulier et le collectif, parce qu'il n'y a pas de pluralisation possible de la position de sujet actuel du discours, parce qu'on ne peut pas parler ensemble. On peut parler à tour de rôle, on peut se parler les uns aux autres. On peut chanter ensemble, on peut prier ensemble, mais on peut pas exactement parler ensemble. C'est intéressant dans un cas comme celui-là de s'interroger sur des dispositifs techniques, par exemple, qui ont mis en lumière en fait, cette difficulté à parler ensemble. Moi, je me souviens par exemple que sur la place de la République, pendant Nuit debout, lorsque les sonos étaient confisqués, il y avait un phénomène de ruse intelligente, intéressante, qu'on appelait le microphone humain, et qui consistait à colporter la parole d'un point à l'autre de la place. Donc il y avait une personne qui parlait, l'assemblée des gens qui l'écoutaient, puisque c'était à tour de rôle qu'on parlait justement, enfin qu'il parlait, moi j'ai jamais parlé. Et le public était découpé en tranches successives. Chaque tranche répétait ce qui avait été dit par l'orateur, en sorte de former ce microphone humain, mais qui était en même temps, la manifestation physique la plus évidente qu'on parle à tour de rôle. On ne peut pas parler ensemble. Nous ne se construit donc pas avec des je. Le pronom nous n'est pas le pluriel du pronom je. Il est, précise Benveniste, la jonction indéterminée du je avec du non-je, le résultat d'un je qui s'est ouvert à ce qu'il n'est pas. Le mot de Benveniste, c'est le mot de dilatation. Nous est un je dilaté. J'aime bien ce mot parce que je trouve que c'est une image très baudelairienne, celle de la vaporisation, l'évaporation, la dilatation du moi. Alors cette approche pronominale, elle change tout en fait, parce qu'elle autorise ou elle oblige, et c'est tant mieux, à ne pas poser au pronom nous la question du qui est dans nous, qui n'y est pas, dans combien de nous sommes-nous, mais plutôt la question du genre de forme qu'il est, comment il se fait et se défait, comment alors on s'y adosse, ou comment on s'en échappe. Jean-Christophe Bailly, poète, essayiste, s'est intéressé lui aussi au pronom nous dans un très beau texte intitulé « Nous ne nous entoure pas ».
Et je pense que les choses deviennent limpides avec ce qu'on peut penser de cette logique spatiale dont j'ai parlé tout à l'heure, du détourage et du contenant. Nous ne nous entoure pas, c'est un texte qui est repris dans l'élargissement du poème. Et merci à Emmeline d'avoir tiré ce fil de l'élargissement. En effet, un mot que je trouve très précieux. Dilatation, élargissement, émancipation, ici c'est la même chose en fait. Parce que si le mot « nous » opère une jonction entre le « je » et du non-je, en fait le mot « nous » se dérobe à la détermination de ce non-je. Quelque chose dans le pronom « nous » doit s'illimiter, hein, d'où ce mot de dilatation, qui est tellement étonnant en fait, sous la plume d'un linguiste. En sorte que, et là je cite Jean-Christophe Bailly, même si en règle générale le « nous » tel qu'il fonctionne dans l'usage quotidien est en fin de compte assez transparent, il reste que son indétermination l'accompagne et le suit comme son ombre. Il reste qu'il n'assigne aucune communauté à demeurer stable sous son appel. En sorte aussi qu'au lieu de considérer cette indétermination comme un problème, un manque, mais qui est vraiment dans nous, peut-être on devrait aborder cette indétermination positivement et décider de s'appuyer sur elle, dit Bailly. C'est attentif lui aussi à cette donnée très particulière du pronom que le philosophe Bruno Karsanti a médité ce qu'il appelle la question juive des modernes, dans un ouvrage qui fait de cette question juive des modernes le foyer d'une philosophie de l'émancipation. Et c'est une analyse magistrale, à la fois très ouverte et très contrôlée, qu'il produit, qui dialogue elle aussi avec Benveniste, mais qui dialogue également avec la lecture qu'en a donnée Jean-Claude Milner dans le périple structural, et puis qui dialogue avec les effets historiques de la profération du non-juif et de sa reprise dans un nous les juifs, qui est venu bien souvent du dehors et d'une sommation forcée d'identification. Alors Bruno Karsanti, dans cette analyse, se penche sur une lettre ouverte de 1942, écrite par Marc Bloch et George Friedman, une lettre qui était écrite en réponse à un appel de l'Union générale des Israélites de France. Cet appel s'intitulait « Nous, Israélites de France », et cette Union générale avait été créée en 1941 par Vichy et obligeait tout juif à s'y inscrire et à y apporter sa cotisation, c'est-à-dire à se déclarer, c'est-à-dire à s'exposer et à payer. Juifs de France, donc, non pas exactement français, qui se trouvaient alors sommés de former une union sous l'appel lancé par le gouvernement de Vichy. Marc Bloch a rédigé une lettre signée par une série d'intellectuels, dont Benveniste, justement, une lettre qui commençait par ces mots « Monsieur, Israélite français, nous nous adressons à vous », et la modification qu'il imprimait à la formule « Israélite de France » disait bien qu'il ne se reconnaissait pas d'autre avenir que français, incarné dans la société nationale, celle que justement le gouvernement de Vichy avait rompue. La force de l'analyse de Bruno Karsanti consiste, c'est un geste étonnant, à imaginer le trouble qui a pu toucher Benveniste. Imaginer le trouble qui a pu toucher Benveniste, le penseur de la subjectivation dans la langue, donc, quand il lui a fallu signer pour protester, en même temps qu'il ne pouvait que se rebeller contre l'obligation dans laquelle chacun se trouvait ici de dire « nous ». Le tort, c'est qu'aucune subjectivité ne se constituait ici dans l'énonciation, elle était remplacée d'emblée par un groupe et un collectif imposé. Je cite Bruno Karsanti, « Votre injustice et notre colère résonnent à chaque occurrence du nous, elle est déclenchée à chaque fois par l'obligation à dire nous. » Le crime du nous, ici, je continue de citer Bruno Karsanti, est un dévoiement du langage comme seul lieu d'existence du sujet. Et c'est ce qui a lieu dans l'appel «
nous, Israélites de France, et l'indignation qu'en a certainement éprouvée Émile Benveniste, c'est celle d'avoir été convoqué dans la langue au prix d'un dévoiement de la langue elle-même. Le collectif ici n'aurait pas dû avoir à se dire, à se déclarer, à prendre cette forme-là dans le collectif plus large de la nation. Ce nous était mal formé et c'est ce qu'une politique républicaine aurait dû prévenir ou empêcher, parce que pour une politique républicaine, il y a nécessairement une libération à dire nous. Je veux souligner que on a là une mise en garde contre l'abus du nous, mais l'important, je crois, c'est que cette mise en garde ne se formule pas au nom du je, d'un je qui dira non, mais moi non, je suis plus que ça, je suis pas tout à fait contenu là-dedans, etc. Non, justement, la question c'est pas celle d'un je irréductible, comme s'il revenait au je de faire vaciller le nous. Au contraire, il s'agit de qualifier un type de nouage, le type de relation dont on doit être capable pour se savoir socialiser dans la période moderne, c'est-à-dire pour appartenir tout en étant le sujet d'une aventure d'émancipation. Et je cite une dernière fois Bruno Carsanti, le problème n'est pas d'être vraiment soi et de ne jamais l'être tout à fait. Le problème n'est pas d'être vraiment soi et de ne jamais l'être tout à fait. Le problème est celui des rapports linguistiques et sociaux qui sous-tendent la possibilité de dire je aussi bien que de dire nous. Donc, décidément, la question, c'est de se demander ce que nous, le nous, par conséquent aussi ce qu'il peut dénouer, et non pas le nom ni le nombre de ceux qui sont supposés pouvoir y être comptés. Et Bruno Carsanti le formule avec les mots de Durkheim. L'émancipation progressive de l'individu, dit-il, n'implique pas qu'il s'arrache à la société, mais qu'il se rattache à elle d'une autre façon qu'autrefois. S'arracher, s'attacher, se réattacher, c'est aussi le vocabulaire du poème. Je dirais, il ne s'agit pas de se demander comment s'abstenir de dire nous, mais bien au contraire, comment et quand vraiment s'assembler et le dire. Donc on voit l'approche grammaticale, elle change beaucoup de choses. Le travail de Martin Rueff sur l'ensemble des pronoms le montre avec force. Par exemple, alors, désolé Martin, j'espère que je ne te plagie pas par avance. Par exemple, quand il se demande, sans le décider trop vite, quel est le pronom du politique, et si même il y a un pronom, un bon pronom du politique, parce que rien ne dit que nous soit le seul ou le bon. Chez Rousseau, par exemple, qui sert de guide à Martin dans toute son enquête sur la grammaire des pronoms, nous, c'est le territoire de la relation d'amour, où s'abîment passionnément deux je, alors que la scène politique, elle naît d'une juste articulation entre le tous et le chacun. Non pas de la juste articulation des chacun, ça ce serait la base du libéralisme qui ne noue rien, mais d'un certain type de nouage, le chaque, chacun et du tous, joignant donc autrement le je et le non-je, imposant en particulier une conviction d'égalité et pensant l'indétermination plutôt que le dénombrement. On peut aussi être sensible, avec cette écoute pronominale, à l'insistance actuelle d'une partie de la gauche pour poser que la vie politique repose sur la construction conjointe, assumée, combative d'un nous et eux. Si le mot nous est bien activé ici comme le pronom du politique, ça n'est pas comme détourage d'un cercle identitaire, mais en tant qu'il est indissociable d'un eux lui aussi politiquement construit, en tant qu'il déclare et poursuit une conflictualité qui ne pose pas décidément une question d'appartenance ou d'identité, mais une question de lutte. Le nous et eux qui fonde l'action politique sur l'évidence du dissensus. Ce nous et eux n'est pas une affaire d'identification, mais de détermination d'une cause, une cause plus grande que moi, une cause élargie, qui vaille la peine que l'on s'y risque et qui disent à quoi l'on tient, puisqu'évidemment on ne tient pas tous à la même chose.
Et la question alors, c'est de savoir, d'éprouver à quoi on se noue et comment on se noue et contre quoi on se noue et comment contre, pas forcément par exemple en retournant violence contre violence. Un autre tag qu'on lisait sur les murs de Paris, cette fois après les carnages du Bataclan, vous n'aurez pas notre haine, vous n'aurez pas notre haine. Et puis d'une autre façon, le comité invisible en appelle, lui, à la constitution d'un nous. C'est décidément vraiment devenu un mot précieux. Enfin, on se passe de main en main, parfois comme une patate chaude, mais parfois comme une chance ou comme une promesse. Le comité invisible en appelle à la constitution d'un nous qui ne se définirait pas, je cite, comme le font généralement les collectifs, par un dedans et un dehors, mais par la densité des liens qui le composent. Parce que qu'est-ce que c'est qu'entendre vraiment que nous n'est pas le pluriel de je, n'est pas l'agrégation de plusieurs je? Qu'est-ce que c'est que se mettre à l'écoute de cette donnée-là de la langue, dans laquelle se vivent la politique et toutes ces dynamiques de prise de parole ou de privation de parole? C'est entendre que nous ne désigne pas, ou ne devrait pas désigner tous ceux qui sont comme moi, mais tous ceux qui pourront être le je de ce nous, l'endosser, le reprendre à leur compte, tous ceux qui pourront parler au nom de nous, autrement dit tous ceux que nous, une cause, en sorte que le pronom nous est toujours, si je puis dire, en avant de lui-même, et qu'il ne saurait se confondre avec une logique d'identification ou d'appartenance. Il ne s'agit pas avec nous de dire qui je suis, de me déclarer. Ça me fait songer à une phrase que Novarina plaçait dans la bouche péremptoire de l'un de ses personnages. « Décline-toi, garçon, décline-toi, garçon », disait-il à un autre. Donc il ne s'agit pas de dire qui je suis, de me déclarer, il ne s'agit même pas de dire comme qui je suis, il s'agit de dire ce que nous pourrons faire si nous nous nouons. Un nous, que nous une cause donc. Et même si cette cause, et là c'est un point peut-être difficile ou tricky, même si cette cause, comme c'est le cas dans la pensée féministe ou décoloniale, même si cette cause naît précisément de la reconnaissance d'une appartenance, d'une commune identité ou d'une commune expérience. Parce que justement, dans ce cas-là, appartenance, identité, expérience sont ressaisis comme les enjeux d'une lutte et même comme les instruments de cette lutte. Et que dans ces cas, l'appartenance ne prend sens que comme expérience commune d'oppression et donc support possible d'émancipation. En tout cas, moi, c'est sur cette base-là que je peux comprendre, par exemple, les nécessités des réunions non mixtes. Les entendre de manière non pas identitaire, clôturante, mais politique. Et c'est ce qui explique aussi, par exemple, la différence fondamentale, le caractère pas du tout symétrique de deux énoncés comme « nous les Noirs » et « nous les Blancs ». Ce sont deux énoncés qui ne sont pas du tout sémantiquement formés de la même façon. « Nous les Noirs » est un énoncé d'émancipation, « nous les Blancs » ne saurait jamais être un énoncé d'émancipation. Il y a là une différence de formation sémantique, une différence de dignité politique qui explique que l'on puisse dire avec, je crois que c'était un éditorialiste du Washington Post qui avait dit ça, que Trump était le premier président blanc de l'histoire des États-Unis. Le premier président blanc de l'histoire des États-Unis. Alors, nous n'existe en droit au moins, que d'éclos. Ainsi, la formule « nous, Français de souche » n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens pour nous, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'honneur. La formule « nous, Français » en a du sens si la nationalité s'acquiert et se donne. Ou elle en a, par exemple, dans l'entreprise d'Histoire mondiale de la France, que je citais à l'instant, où elle en a dans le genre d'attention au pays que porte Jean-Christophe Bailly, toujours lui, dans le dépaysement, lui qui réfléchit à une émotion non pas de l'appartenance, mais de la provenance. C'est un récit qu'il fait à partir d'un souvenir justement d'un moment où il était à New York.
il a vu à la télé, je crois, je sais plus si c'est une partie de campagne de Renoir, il dit qu'il a été saisi par une émotion, non pas de l'appartenance, c'est this is where I belong, mais par une émotion de la provenance. Tout simplement, je suis venu de là. Et puis la vie a fait une ligne, avec tous ses méandres. Une émotion de la provenance, le départ d'une ligne qui s'est illimitée dans le temps, et non pas une émotion de l'origine ou le retour vers un point. Mais la formule « nous, Français » perd son sens dans la bouche des Le Pen, comme elle l'avait perdu sous Vichy, en devenant un pluriel dénombrable, détourant un ensemble fermé comme un enclos, incapable de s'infinir, comme s'il y avait là un pluriel suffisamment soudé pour faire un sujet capable de tenir un discours sur lui-même. Et dire ça, c'est pas faire la gentille ou la belle âme. Non, c'est écouter la langue et l'historicité dans la langue. Nous, le pronom nous, est par définition illimitant. Il n'est pas indéterminé. Au contraire, il est très déterminé. Déterminé par une lutte, par des idées de lien, des idées d'avenir, qui justement le fondent en sujet collectif, en sujet d'une prise de parole, mais il est illimitant, c'est-à-dire bien décidé à ne pas compter ses membres. Donc vous le comprenez, je crois qu'il n'y a pas du tout de vertu mécanique du mot « nous ». Nous ne vaut que ce que vaut la cause qu'il place en avant de lui-même, c'est-à-dire l'idée vers laquelle il tend et pour laquelle il œuvre. Peut-être donc qu'il ne vaut que lorsqu'il est lancé avec ferveur, c'est-à-dire à la fois avec colère et avec joie, dans de véritables aventures d'émancipation. Et je retrouve toutes les ambiguïtés de cet enclos ou de cette déclosion dans un long poème très troublant de Bernard Noël, intitulé justement Monologue du nous. C'est un long poème narratif qui fait éprouver le vertige de ce pronom nous, c'est-à-dire quelque chose comme l'émotion collective à l'intérieur de chacun de ses lecteurs, parce que le texte transforme peu à peu la valeur du pronom, il la transforme avec lenteur, mais sur une ligne implacable, au long de laquelle il nous embarque. Il nous embarque en nous faisant passer du cœur même de l'énonciation, d'un premier nous, un nous de poème, un nous rimbaldien, un nous lyrique, indéfini, presque entièrement à venir, un nous idéal, qui s'essaye autour d'un espoir révolutionnaire, de l'énonciation d'un espoir révolutionnaire. Donc il nous fait passer, Bernard Noël, de ce premier nous-là, à un tout autre nous, un nous ancré dans un récit référé, quantifiable, un nous quatre, le nous quatre d'un petit groupe d'activistes qui se trouvent amenés à tuer quelqu'un, presque par hasard, presque par surprise, et qui est lui-même relayé par un autre nous quatre, plus jeune, beaucoup plus pressé et très déterminé à assassiner. Et le texte de Bernard Noël, qui est vraiment très glaçant, très puissant, stupéfiant, nous fait éprouver à la fois la force d'appel et l'espèce de pétrification du pronom nous. Il nous entraîne en quelque sorte dans sa chute. Et le danger ici, le danger, c'est pas exactement la stabilisation ou la clôture du nous, le fait qu'il se réfère à un petit groupe précis, quantifiable, mais le danger, c'est sa transformation en une sorte de projectile inerte, aveugle, un nous qui devient un affect de mort. Alors moi, je crois que la syntaxe, que Valérie appelait une faculté de l'âme, je crois que la syntaxe, elle est faite exactement pour ça, pour penser et pratiquer les liens. Et le pronom nous, c'est une sorte de phénomène syntaxique au carré ou au comble de cette tâche grammaticale en quelque sorte qui consiste à penser et pratiquer les liens à l'intérieur de la phrase. Et la poésie redouble encore cette pensée et cette pratique parce qu'en poème, souvent, je viens d'essayer de le dire avec Bernard Noël, on essaye, on imagine, on juge les liens, c'est-à-dire les façons de s'accorder et de se désaccorder, de s'attacher et de s'arracher les uns aux autres. Nous, donc, patiemment écoutés,
ouvre à la tâche infinie qui consiste à faire et défaire des collectifs. Et j'insiste, aussi défaire. Ce qui se manifeste alors dans la vie en commun, dans cette vie au nous, si je puis dire, c'est à la fois l'appel et à certains égards l'impossibilité de cette vie en commun. À la fois l'appel et l'impossibilité de cette vie en commun. Tout ensemble, la reconnaissance et la négation, ou plutôt la protestation contre notre impossibilité à nous nouer tout à fait les uns aux autres de façon à la fois cohérente, stable et juste. De façon à la fois cohérente, stable et juste, c'est une phrase que je reprends à Luc Boltanski dans De la critique. Nous avons à faire des collectifs non pas en dépit de ce qui nous sépare, mais avec cette indépassable conflictualité, avec elle, qui est à la fois la charge et la chance du politique, sa chance et sa charge. Et c'est un petit peu comme la parole. Nous avons à parler, non pas en dépit du fait que nous ne nous comprenions pas, nous avons à parler parce que nous ne nous comprenons pas, nous avons à ouvrir ce territoire de la parole précisément pour faire quelque chose de cette difficulté à se comprendre, en faire quelque chose de bien. Et peut-être le mot « nous » est-il au fond quelque chose comme le pluriel du mot « seul », le pluriel de « seul » ou « autre », séparé. Comme si « nous » ne se faisait pas à partir de tous nos « je », qu'ils soient pleins ou troués, puissants ou fragiles, mais à partir de toutes nos solitudes. Il les met en commun, c'est-à-dire qu'il les rassemble, qu'il les surmonte en les rassemblant et pourtant qu'il les maintient. Nous faisons et défaisons des collectifs avec ces solitudes et non pas malgré elles. Nous ne nouons rien d'autre, mais c'est déjà tellement que notre égale incertitude, notre égale solitude, et donc aussi nos égales potentialités. Et j'ai retrouvé récemment cette conviction dans une très belle phrase de l'intellectuel et poète italien Franco Fortini, un proche de Pasolini, au sujet justement d'une histoire des politiques de gauche, disons. Et voilà ce qu'il disait, c'est l'histoire de ceux qui, seuls, ont décidé de ne pas être seuls. C'est l'histoire de ceux qui, seuls, ont décidé de ne pas être seuls. Quelli che da soli hanno deciso di non essere soli. Et dans cette phrase de Fortini, j'aime jusqu'à l'ambiguïté qui touche ce mot, seul, da soli, en italien, qui peut nous dire à la fois que ceux qui ont décidé de ne pas être seuls, ils l'ont fait depuis leur solitude, du cœur de leur solitude, et puis qu'ils l'ont fait de façon autonome, libre, tout seul. Et je l'ai croisé, cette citation, dans le livre récent d'une jeune philosophe, Patrizia Atzei, intitulé « Nous sommes embarqués », avec une phrase pascalienne, mais qui remplace le pari religieux par un pari politique. Nous sommes embarqués, le livre est sous-titré « La politique, le pari », et ce livre culmine justement sur un pari du nous. Alors, dernier mouvement dans ce que j'essaye de partager là, avec vous malgré la distance. Dans ma propre aventure de pensée ou d'écriture, cet appel du pronom « nous », que j'ai donc fini par me représenter comme un appel à une pratique et à une pensée des liens et donc aussi des déliaisons, c'est-à-dire à une politique des attachements réels, cet appel s'est presque superposé à un autre sur le terrain de l'écologie. Parce que je suis entrée dans cette question écologique, disons comme tout le monde, et même peut-être un peu tard par rapport à plein d'autres de mes camarades, j'y suis entrée accrochée à un mot, suspendue à un mot. C'est souvent ce qui se passe dans l'écriture, et tout particulièrement dans l'écriture par essai. On s'en remet à un mot, aux chances que ce mot ouvre, on espère faire sonner la langue au plus juste et on espère aller aussi loin que la langue nous porte. Et ce mot, c'est le quasi-homonyme de notre pronom, mais il s'écrit un peu autrement. C'est le mot « nous », N-O-U-E-S.
Malheureusement, c'est pas le pronom nous au féminin. Ça pourrait, et on a le droit de l'imaginer. C'est un mot du paysage, en fait. C'est un mot de l'eau dans le paysage. Et le retour à ce mot-là, j'en parlerai dans un instant, a relancé pour moi tout le travail du pronom. Il m'a porté vers toutes sortes de lignes, de rivières, de flux, d'attachements, de lignes de vie et de lignes de mort, encore des liens, donc, et là de façon très concrète. Et je l'ai entendu comme une sorte de chance de percevoir le monde sensible comme un très grand parlement de lignes à nouer et à dénouer. Les nous, donc N-O-U-E-S. Ce mot-là m'était très familier. Dans la région d'où je viens, j'ai pas vu Isabelle Coutan dans la salle, mais on était voisines, enfants ou quasi-enfants, adolescentes. Dans la région d'où elle et moi nous venons, c'est un toponyme, un nom de lieu très fréquent. Ça nomme un état de l'eau et des façons de faire avec l'eau, en particulier l'eau de pluie, qui sont chez nous si abondantes. Et la région d'où je viens, c'est l'ancien bocage nantais, au bout de la Loire. Une noue, c'est un fossé herbeux en pente douce, aménagé ou naturel. C'est l'ancien bras mort d'une rivière, par exemple, qui recueille les eaux de pluie, qui permet d'en maîtriser le ruissellement et l'évaporation, de reconstituer les nappes souterraines et donc de ménager les terres sans conduit ni tuyau. C'est aussi un terme de la charpente, la croisée entre deux planches qui canalisent les eaux et qui assurent l'étanchéité du toit, une espèce de Z, le Z des ZAD, ou des oiseaux, ou des zones sensibles, ou de la zonia, etc. Les nous, donc, ce sont des façons de s'y prendre avec la nature, et singulièrement avec l'eau. De savoir collaborer avec elle, batailler même avec elle, avec son intelligence à elle et même avec ses débordements. Ce sont des lignes converses des pensées d'hommes et des pensées d'eau, des lieux où on laisse un peu d'initiative à l'eau, sans trop d'aménagement. Et quand ils sont maintenus, ces petits fossés, on les appelle aussi, même si c'est un phénomène un peu différent, les boires, ces petits fossés protègent d'ailleurs des inondations les villages qui y sont exposés continuellement depuis les campagnes de remembrement, c'est-à-dire d'industrialisation de l'agriculture. Cette industrialisation qui me faisait croire, quand j'étais enfant, que nos paysages avaient toujours été aussi mornes, aussi vides de toute beauté, alignant les langues d'une terre pâle sous les cerfs et les bâches, par où ma famille de maraîchers se confisquait à elle-même la grâce du pays. Dans ma région abîmée, donc, les nous sont un nom de lieu très fréquent et pourtant une pratique presque entièrement perdue, et c'est très curieux, ces fantômes de noms dans le paysage en quelque sorte qui marquent la blessure d'une histoire agricole. C'est une pratique presque entièrement perdue. Dans ces zones d'agriculture intensive où les chemins sont presque aussi goudronnés qu'en ville, presque aussi imperméables qu'en ville, incapables de porosité, et où les risques d'inondation, c'est-à-dire de vengeance de l'eau de pluie, se multiplient d'autant. On ne sait plus y faire avec l'eau, on a éliminé les chemins creux, les talus, les prairies inondables, tous les lieux d'un dialogue avec l'eau. C'est une pratique disparue, mais c'est une pratique réapparaissante, ailleurs et autrement, parce que la science des nous, puisqu'il y a une science des nous, même s'il n'y a pas de code cartographique pour les identifier, la science des nous se transporte aujourd'hui jusque dans les villes, dans une sorte d'hydraulique alternative, quand on essaye de se passer des tuyaux et des canalisations enterrées, quand on cherche à désimperméabiliser la ville, et Dieu sait s'il le faudrait, dans des épisodes, maintenant qu'on connaît des épisodes réguliers de canicule, quand on cherche donc à ménager des possibilités d'infiltration pour rafraîchir la ville, à recréer des rivières urbaines, des freillages, des porosités, et en tout cela à rouvrir un dialogue avec l'eau. À Bruxelles, par exemple, la municipalité avait entrepris il y a une vingtaine d'années de construire un gigantesque bassin d'orage sous l'une des places principales de la ville, la place Flaget, afin de récolter les eaux de pluie et de diminuer les risques d'inondation. Parce que régulièrement, pendant les grosses pluies d'été, les fonds de la vallée bruxelloise sont envahis par ce qu'on appelle des rivières flash,
qui pénètre les caves, les rez-de-chaussée, les tunnels, et 8 ans de travaux ont été prévus pour endiguer la colère de ces eaux qui sont en fait refoulées de la surface de la ville, refoulées depuis bien trop longtemps, et dont le refoulement justement crée des difficultés en cascade. Mais certains habitants ont refusé cette solution. Ils ont refusé notamment d'être dressés les uns contre les autres, ceux de la place contre ceux de la vallée, ceux d'en haut contre ceux d'en bas, si vous voulez, et ils ont cherché d'autres solutions plus collectives, plus inventives, plus démocratiques. À l'imposant bassin d'orage, cette grande citerne centralisée qui traite les eaux de pluie comme des déchets, puis bassin d'orage, quand même, bassin d'orage, quel nom pour croire endiguer la colère des eaux. À l'imposant bassin d'orage qui traite les eaux de pluie comme des déchets, ils ont tenté d'opposer des techniques d'intelligence collaborative et dispersée qui puissent témoigner de la solidarité ou en tout cas du désir de solidarité de tout un bassin versant, d'une compréhension de l'eau comme ressource, c'est-à-dire aussi comme commun. Ils ont rencontré des urbanistes, ils ont cherché à considérer le territoire dans sa totalité, ils ont réfléchi de concert avec les habitants de la vallée et ils ont proposé de ralentir l'écoulement par toutes sortes d'approches, en utilisant l'architecture, les plantes pour favoriser l'évaporation de l'eau, en utilisant le potentiel d'infiltration du sol, en travaillant à dégager de nouvelles rivières urbaines. Et dans toutes ces pratiques-là, ils ont renoué avec des savoir-faire et un vocabulaire ancien, celui des nous en particulier. Et c'est dans leurs actions que j'ai retrouvé d'abord, en premier lieu, en fait, ce vieux mot de nous, qui est un nom de lieu dans ma région, mais qui est devenu le mot technique de cette hydraulique écologique, si vous voulez. Alors, j'ai travaillé avec les chercheurs et les citoyens engagés dans cette réappropriation des eaux en ville à Bruxelles, à la fois avec un groupe justement d'urbanistes, de philosophes, et puis aussi sur la scène d'un théâtre. Et ce qui était très frappant, c'est que c'est un grand chapelet de gestes, mais aussi de phrases, qui est venu avec cette attention renouvelée, parce que tout y est soutenu et même initié par le désir d'abord de nommer autrement, d'opposer au bassin d'orage des jardins de pluie, d'opposer à la commande publique une demande commune, de découvrir avec les nouvelles rivières urbaines de nouvelles rivières humaines, des lignes de lutte, des vies nouées par l'eau, reliées par cette solidarité de bassin versant. Tout cela, ce sont leurs formules, disons, d'activistes de la langue autant que du territoire. Et ce sont des phrases somptueuses que ces actions tracent dans le paysage, somptueuses et réellement efficaces, parce que même lorsqu'elles ne se font pas tout à fait entendre, vous entendez les pompiers qui passent à côté de moi? Même lorsqu'elles ne se font pas tout à fait entendre, sur la place Flaget, par exemple, la lutte a été plus ou moins perdue, mais même lorsqu'elles ne se font pas tout à fait entendre, ces phrases et ces pensées font des lignes à suivre, elles tracent des pistes, des désirs, des pensées qui s'infiltrent, qui coulent et qui percolent ailleurs, dans d'autres quartiers, c'est le cas à Bruxelles, dans d'autres villes, Lille ou Douai par exemple, y ont trouvé de l'inspiration. Une ligne, en effet, c'est comme une pensée. Écouter une ligne, ce serait la laisser formuler cette pensée, la laisser formuler son idée de ce qui a été, de ce qui pourrait être, et la laisser aller, et la laisser poursuivre, et la laisser rêver, comme disait Henri Michaud, à propos des dessins de Paul Klee. Une ligne rêve, on n'avait jusque-là jamais laissé rêver une ligne. Ailleurs, tout à fait ailleurs, à Montreuil, dans l'immédiate banlieue de Paris, le bus numéro 122 marque l'arrêt à la Noue Clos Français. La Noue Clos Français. Cette Noue-là, c'est une cité délaissée, bruyante, violentée, maltraitante et maltraitée, mais où l'on vit aussi comme on peut. On maintient des liens, on tente des choses, on pétitionne, on ramasse soi-même les ordures, ou bien parfois on lâche, malgré le tissu associatif et les efforts de rénovation, on lâche l'affaire, à l'ombre de la galerie marchande fantôme qui n'en finit pas de se refermer, coincée dans l'un de ces quartiers où la France, effectivement,
enclos, la nous, clos français. Les nous, toujours avec un E, les nous pourtant font accueil aux luttes. On dit qu'elles rouvrent les lits de rivières anciennes où les eaux tendent à revenir en cas de débordement, et ce qui découle des nous, en effet, déborde. Je cite l'Encyclopédie Universalis. Quand la rivière déborde, elle laisse après l'inondation des nous, backwaters, qui évoluent parfois, donc ça va être compliqué à traduire. Quand la rivière déborde, elle laisse après l'inondation des nous, backwaters, qui évoluent parfois en lacs temporaires ou en marécages semi-permanents. Ces nous ressemblent beaucoup à certaines mares de plaine ou de forêt ou à certains délaissés de lacs. Et au milieu de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs, un lieu-dit porte ce nom et continue de le porter malgré les destructions et les délogements du printemps 2018, la nous. Et plusieurs autres un peu plus loin, en fait c'est le même mot, la grande Noé, la petite nous, la Noé verte. Les champs de Notre-Dame-des-Landes, le bois de Troncet, les bassins versants du Tarn et du Tescou où était projeté le barrage de Sivins, ce sont autant de zones humides comme des nous en grand, des ressources écologiques mais aussi de véritables lacs d'impatience, des territoires où s'énoncent des idées de vie, de pratiques, de liens, des idées d'une vie autre et qui est déjà là, parce qu'au XXe siècle, 2/3 des surfaces des zones humides ont disparu en France, et la fragilité de ces écosystèmes est en lien direct avec la violence sociale qui s'éprouve en tant d'endroits du territoire. À Sivins, d'ailleurs, Rémi Fraisse s'intéressait, je cite Michel Nepels qui a écrit là-dessus, il s'intéressait à la protection des renoncules à feuilles d'ophioglosse, une plante sauvage rare des prairies humides et ouvertes. Et sous la boîte aux lettres rouge vif de l'une des nous de Notre-Dame-des-Landes, quelqu'un avait d'ailleurs ajouté 2 mots. Ces mots, c'était non plus. La nous non plus. C'était devenu le nom du lieu où l'on avait construit une cabane qui a été détruite comme les autres dans la grande opération de répression du printemps 2018. Et honte à ceux qui ont détruit cette preuve d'une vie autre, faite à la fois, et c'est une articulation quand même drôlement étonnante et forte, faite à la fois d'une tendresse élargie pour le sol et de cette scène pronominale en forme de projectile particulièrement tranchante. Et puis un dernier tour d'écrou, ça sera ma dernière phrase. Je me suis aperçue que le mot nous, N-O-U-E-S, était déjà un peu fétichisé, un peu détourné, en passe d'être confisqué, exactement comme le pronom nous. Dans certains espaces, des programmes urbains promettent des nous paysagères, comme une concession faite à un esprit vaguement écologique. Ne vous inquiétez pas, on fera des nous. Alors qu'ils se soucient très peu, en général, de lutter contre les refoulements, de rouvrir la ville, d'en faire un espace vraiment poreux, poreux au flux, au déplacement, aux liens. Et je finirai simplement par ce constat que les mots, eux aussi, les mots du lexique, les mots de la grammaire, le petit peuple des mots, comme disait Gertrude Stein à propos des mots de la syntaxe, les mots, eux aussi, sont en fait des zones à défendre. Et j'en ai fini. Donc, merci beaucoup Marielle Massé d'avoir proposé cette archéologie des explorations passées et présentes du nous et des nous, et cette ouverture et peuplement donc, de la scène pronominale de la carte du vivant, du pays dépaysé. Donc j'ouvre j'invite la salle à réagir. Quelqu'un voudrait réagir à cette belle... C'est Jeanne. Merci beaucoup Marielle pour cette très belle exploration. Moi j'avais une question qui juste n'est pas très formulée, mais parce qu'on a parlé de cette question du nous et eux, et quelque chose qui me retient mon attention beaucoup, c'est que on oppose ici la première personne
à la troisième personne, au lieu de dire nous et vous, par exemple. Et on sait très bien que Benveniste distingue très bien la première et la deuxième personne de la troisième personne. Oui, et je me demandais quelle était cette, voilà, qu'est-ce que vous pensiez du fait qu'on ne dit pas nous et vous, qu'on ne s'adresse donc pas directement à cette, mais pourquoi c'est le choix de la non-personne, comme dit Benveniste, que la troisième personne est la non-personne. Voilà. Ben, vous répondez vous-même, Jeanne, à votre question très fine, c'est-à-dire que il s'agit pas d'entrer dans il s'agit pas d'entrer dans un échange de paroles, il s'agit de nommer des ennemis et des gens à qui on parlera pas, justement, des gens à qui on parlera pas. Moi, ce qui m'a frappé dans justement, j'ai pas tellement mis l'accent sur sur ce nous et eux plutôt qu'un nous et vous, mais parce que j'étais intéressée par l'idée que ces deux pronoms soient politiquement construits. Parce que Dieu sait si ça peut être périlleux d'identifier une guerre entre un nous et eux sur la base d'une pensée de l'identification ou de l'appartenance. Et là, je trouvais intéressant l'idée que le eux aussi est politiquement construit. Donc, il s'agit de faire, on fait émerger dans la parole une conflictualité, mais comme vous l'avez dit, c'est pas une conflictualité qui serait celle d'un échange ou on n'a pas à se parler dans un cas comme celui-là. On n'a pas à se parler. Oui, juste pour compléter ma question, c'était surtout par rapport à ce que les mouvements plutôt de populisme de gauche, comme chez Chantal Mouffe, qui reprend... c'était une référence en fait à elle. C'est Mouffe et Laclos qui justement parlent de cette construction conjointe d'un nous et eux, pas de nous sans disons l'accompagnement de la désignation de celui qui est à combattre. Ouais. Mais alors, est-ce que si c'est pas, justement, comme le fait que c'est pas une non-personne, c'est peut-être pas désigner un ennemi plutôt que choisir de se nouer à une cause? C'est là où je pense que la distinction peut être utile. Hein. Bon, peut-être. Mais bon, on va passer la parole. Oui. Alors, je pense qu'on est d'accord, puisque justement, c'était un cas où le pronom émerge sur la base de la détermination d'une cause, d'une lutte, et pas d'un groupe déjà constitué. Donc c'est l'un de ces cas. Mais vous faites bien d'insister sur le fait, voilà, la personne délocutée, comme dit Benveniste, c'est celui dont on parle, mais à qui on va pas parler. Bon, Marielle, tu ne me vois pas? Ah, Denis. Mais je te vois, oui. Oui. J'ai deux petites questions. La première, en t'entendant, je pensais souvent que Derrida, quand il cite du grec, le nous fonctionne. Il s'arrange pour que le nous fonctionne comme nous. Oui. Alors ça, c'est ma première question. La seconde, tu as dit effectivement, bon, on ne parle pas ensemble, hein, le nous ne parle pas, mais en même temps, j'entendais toutes sortes de chants. C'est nous les damnés de la terre. Allons enfants de la patrie, avec de la musique, le nous. Absolument. Oui. Absolument. Oui, je disais justement, on ne peut pas parler en même temps au sens d'un être ensemble le sujet de la parole, mais on peut chanter en même temps ou on peut prier en même temps. Il y a des états de la parole qui autorisent cette sorte de sujet, c'est le chant et la prière. Mais en revanche, dans la parole, on ne peut que parler à tour de rôle, ou les uns après les autres, ou les uns avec les autres. On ne peut pas parler en même temps. On ne peut pas parler ensemble. On coupe la parole. Dans le cas du chant, disons, il y a quelque chose où il y aurait une réflexion là à ouvrir, je pense, sur
l'unisson, le rythme, enfin des phénomènes, voilà, on peut chanter ensemble, ou prier ensemble, ou réciter, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas là des états tout à fait pleins de la subjectivation dans et par la parole. Et puis pour le nous, alors c'est un peu comme la question de Jeanne, c'est des cadeaux que vous me faites, c'est-à-dire que tu as tout dit, moi j'ai rien à en dire, mais bien sûr quelle belle ruse de vouloir faire entendre un nous dans cette faculté de l'âme là. Et c'est la même chose avec les éditions poétiques et philosophiques. Nous ou nous, elles espèrent la même incertitude, confusion. Elles espèrent sans doute, qu'on puisse à la fois recevoir quelque chose comme la proposition d'un pluriel et puis en même temps la réquisition d'un exercice de l'esprit. Ouais. Mais je peux pas, toi tu connais Derrida, moi je suis pas très savante. Et ouais, quelle belle ruse. C'était pas du tout un examen. Hein. Ah. Merci Denis. Je viens plutôt loin de votre métier. Alors, à cause de ça, j'ai bien appris sur la langue et sur l'utilisation des concepts que vous avez bien développés et je vous remercie pour ça. Moi, je viens plutôt du côté politique. Alors, ce que je me demande, c'est si vous pouvez peut-être élaborer sur l'efficacité de cette analyse plutôt verbale et oui. conceptuelle sur les possibilités d'action politique. Oui, ouais. Élaborer un peu sur les liens entre les deux. Oui. Merci, monsieur. Alors, la question, c'est justement celle des liens. C'est-à-dire, disons, on est toujours, comment dire, prudent ou inquiet, ou déjà un peu honteux quand on est littéraire ou écrivain, de quelque chose comme un passage à ce qui compte, la réalité sociale, la réalité politique. Et l'inquiétude, c'est toujours est-ce que ce que je dis, ça rencontre quelque chose de cette réalité. Et dans mon cas, cette réflexion sur le terrain de la parole, elle a moins consisté à chercher à indiquer des directions d'action qu'à raisonner ou soutenir ou honorer des choses que je vois déjà et qui est ce qui m'apparaît comme l'insistance sur une politique des liens. J'ai l'impression que dans beaucoup de mouvements, disons, qui renouent avec le local, le mouvement des places, Nuit debout, le mouvement des Gilets jaunes en France notamment, mais aussi et peut-être surtout les mouvements éco-politiques et en particulier la ZAD, ce qui m'a paru précieux comme proposition politique, c'était cette insistance sur la nécessité de créer, pratiquer et vivre vraiment des attachements, des réattachements. Et pour moi, c'est le point de rencontre que j'ai ressenti entre cette réflexion linguistique sur le pronom nous et la façon dont il est activé par des poètes, et puis quelque chose qui est non pas comment dire une forme politique que j'appellerais de mes voeux, enfin je n'en suis pas capable, mais des réalités
d'expérimentation politique dont je trouve que on peut par la parole les accompagner, les faire résonner, les honorer, etc. Et en l'occurrence, alors pardon, je vous vois juste derrière moi. Donc voilà, pour moi c'était non ça va, je vous remercie. C'est l'insistance, disons, d'une politique qui réclame des attachements, c'est-à-dire aussi, j'ai insisté là-dessus, des arrachements, c'est-à-dire savoir avec qui on veut vivre, avec qui on peut vivre et comment, et ce dans une compréhension qui est très vaste, hein, qui peut être écologique ou environnementale, avec qui, auprès de qui, contre qui, etc. C'est cette convergence-là que j'ai entendue. Donc non pas une politique à venir, mais plutôt mettre le doigt sur plusieurs mouvements actuels, en vérité. Merci. Je pense que c'est une bon développement de ce que vous pouvez faire. On peut faire entre les personnes qui agissent. Mais je ne veux pas dévaloriser ce que vous avez fait, parce qu'à mon avis, c'est étonnant. Et pour moi, ça a ouvert beaucoup de questions que je n'en ai jamais contemplées. Je vous remercie pour ça. Merci, monsieur. Merci beaucoup. On a peur, nous, les littéraires. Hein, je m'adresse à ceux que je... On a peur, mais une peur sincère. Je crois qu'on parle et on écrit avec une certaine peur. Enfin, en l'occurrence, moi, c'est mon cas. Je parle dans la peur de pas agripper assez de réalité. Et je me dis, si au moins on a cette peur-là chevillée au corps, on est peut-être un tout petit peu sauvé. Mais je pense que c'est un des points d'interrogation de notre discipline aujourd'hui. C'est non pas à quoi bon ou pourquoi faire, ou etc. Mais c'est ce tourment réel avec lequel on conduit nos réflexions. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Les poètes dans la salle. Il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question. Denis a fait intervenir Derrida. Moi, je ferai intervenir Lévinas. Lévinas dit que l'éthique serait très simple s'il y avait seulement deux personnes au monde, un je et un tu. Et ce qui complique les choses, c'est l'intervention d'un il. Et ce je, ce tu et ce il peuvent potentiellement constituer un nous, mais dessinent à l'intérieur de ce nous peut-être des différences. C'est-à-dire que le tu est plus proche du je que le il, qui compose ensemble un nous. Et je me demandais si dans ce nous, il n'y avait pas la possibilité d'une sorte de dégradé, de complexité qui ferait peut-être qui ferait intervenir le concept d'éthique et de politique de manière conjointe. Alors, merci pour la question. Je pense que si on pousse un peu à la limite la proposition de Benveniste, en fait, la grande surprise ou la chose qui est même presque, qui est difficile à avaler, c'est que le nous, c'est un état du je. Et ça, c'est un je lié. C'est un je relié, lié, attaché, contraint, vivant sous la condition du commun ou quelque chose de cet ordre-là. Et je dis ça, donc je sais pas si Benveniste aurait été d'accord avec disons un peu cette exagération de son idée du je dilaté ou de la jonction du je et du non-je. Mais tout ça, c'est pour essayer de faire écho à votre question en la décalant un petit peu, parce que
oui, il y aurait à comparer des configurations pronominales, enfin des éthiques pronominales très différentes, parce que le trio je, tu, il est très différent d'un point de vue morphologique avec le nous, le rapport du je au nous, le rapport du nous au eux, etc. Et je trouve que ce qui est passionnant dans des exercices, enfin peut-être que ce sont des exercices de l'esprit, mais on peut essayer de savoir ce qu'on ramène de la réalité avec ces filets-là, avec ces exercices syntaxiques, c'est qu'on a affaire à des directions éthiques tout à fait différentes. Dans une interrogation sur le nous, par exemple, ni le tu ni le il n'ont véritablement à intervenir parce que le nous n'est pas un contenant. On ne peut pas mettre dedans un je, un tu et un il. C'est pour ça que je disais c'est quelque chose comme un état du je. Peut-être aussi que c'est pour ça que je pensais à Baudelaire, à cette idée nous, c'est vivre sous condition du commun. C'est quelque chose de cet ordre-là. Mais alors c'est décevant comme réponse à votre question, mais parce que je pense qu'il y a là vraiment deux voies pronominales très très distinctes, très différentes. C'est-à-dire des façons de s'appuyer sur les ressources de la parole pour construire des types d'attelages ontologiques, éthiques, politiques qui sont très différents les uns des autres. Merci. Merci à vous. Je vous ai pas vu, mais je crois que vous étiez quelque part par là derrière. Ah, mais on se connaît. Oui, bonjour, c'est Joël Zasque à l'appareil, si je peux dire. Et bon, je crois pas qu'on se voit, mais merci pour cette conférence que j'ai trouvée très édifiante, très belle. Et j'avais juste une question sur, enfin, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette idée que finalement, ça n'est pas en pluralisant le je qu'on parvient au nous, et que donc le nous n'est pas une collection de je. Mais il se trouve que moi, je m'intéresse beaucoup aux relations face à face, et en particulier à la question des tours de parole. C'est aussi très frappant que la parole, eh bien, ne se fait pas ensemble, mais qu'il y a des tours de parole pour pouvoir se parler. Et il se trouve que le face à face, où justement la conversation est apparue pour un certain nombre de sociologues ou d'anthropologues, peut-être même de linguistes, comme ce que Zimmel appelle un fait social pur. Et voilà, je voulais savoir comment vous abordez finalement cette union sociale d'un type très très particulier, qui peut d'ailleurs s'étendre à un petit peu plus que deux individus, mais pas tellement plus, parce que ni il s'agit d'une collection, ni d'un nous au sens tel que vous l'avez défini, même si c'est une acception assez plurielle. On peut penser à Malinowski, à la question, la fonction phatique du langage. On peut penser à Elias, bien sûr, sa société de cours. On peut penser à Rousseau même. Enfin voilà, on peut penser à plein de gens qui ont isolé en quelque sorte, via la philia aussi aristotélicienne, cette espèce d'union sociale très simple, très primitive, si l'on peut dire, et en même temps sans laquelle on ne pourrait ni échanger, ni se transmettre des informations, en réalité. Ouais. Merci. Voilà. Peut-être qu'il y aurait deux directions possibles à prendre avec cette question du face-à-face. Le face-à-face, en tant qu'il organise des tours de parole, c'est exactement le couple je-tu dans la pensée de la subjectivation dans la langue de Benveniste. C'est que le je devienne un tu, que le tu devienne un je à tour de rôle en quelque sorte, et ça désigne le processus de subjectivation conjointe de deux personnes qui se construisent comme sujet ensemble dans la langue par la possibilité de cette réciprocité. Et puis en même temps, en effet, alors pardon, je continue là-dessus. C'est aussi sur le je-tu, c'est-à-dire le nous deux. J'y faisais allusion au tout début. Que Éluard ou Char, ou Aragon, les poètes de la Résistance, ont en quelque sorte joué la question politique sur le terrain de la poésie amoureuse. C'est parce qu'il y a un nous deux qui peut servir en quelque sorte de maquette de la relation juste que le face-à-face peut être comme une espèce
de micro-modèles du collectif. Et puis il y aurait une autre direction de réponse à votre question qui serait justement de considérer que le mot nous réclame quelque chose qui est presque étranger à la question du face-à-face ou même du tour de parole, qui est un autre registre de la pluralisation. Et il y a une sorte presque de conflictualité entre ces deux voies, celle où le grand nous serait comme un élargissement du couple, toi et moi, hein, et toi et moi en tant qu'égaux, en tant que nous passons la parole, etc. Et celle où le grand nous, au contraire, est pensé, je pousse là encore Berléniste un peu loin, simplement comme une dynamique d'élargissement, de liaison, de jonction à du non-moi. Et quelque chose me venait à l'esprit que j'ai perdu à l'instant. Ah oui, le fait que parmi toutes les interrogations qu'on peut construire à partir du pronom nous, il y a à quel chiffre s'arrête le dénombrement possible. On peut dire nous 2, nous 3, nous 4. À nous 6, nous 8, ça commence à devenir un peu agrammatical, comme on dit, peu correct syntaxiquement. Puis nous 102, on peut pas. Nous 2500, on peut pas. Donc il y a un problème du nous avec le nombre. Et voilà, au-delà des tout petits groupes, ils ne se dénombrent pas. Donc ça serait drôlement intéressant de creuser cette affaire du duo dans la langue grecque. Voilà, c'est pas le même pronom qui va parler du deux et parler du plus que deux ou du autre que deux. Donc ça serait drôlement intéressant d'ouvrir ce dossier-là, en fait, du rapport entre nous deux et nous plus que deux, et nous tous, mais même. Donc merci beaucoup. Je tourne un peu dans tous les sens. Donc oui, enfin, merci beaucoup Marielle Massé pour cette communication et pour la discussion. Donc je pense qu'il y a du café apparemment en haut à l'étage. Et Jade, ils ont un temps pour une dernière question. Si c'est possible. Mais... enfin, les autorités clandestines, oui. Une dernière. Bonjour Marielle, Omar Berada ici. Ouais. Merci infiniment pour cette très 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 belle conférence. Moi j'aurais simplement voulu que tu en dises un tout petit peu plus sur le rêve. Tu as parlé de Michaud et de Paul Klee, une ligne rêve. Moi je me suis demandé si le rêve était le lieu possible de la dilatation du jeu dont tu parlais, et qu'est-ce que ça voudrait dire dans le contexte de ce dont tu nous as parlé, le rapport du rêve au langage ou à la parole. Tu disais on peut pas parler ensemble. Est-ce qu'on peut rêver ensemble? Enfin, c'est une question pas très précise, mais c'était simplement pour t'entendre dire quelque chose de plus là-dessus. Sur le rêve. Oui. Merci. Je pense pas qu'on puisse rêver ensemble. On peut certainement rêver comme. On peut se dire j'ai fait le même rêve que toi. Par parenthèse, dans le patois, c'est-à-dire cet autre français de ma région, on dit rêver dans quelqu'un. J'ai rêvé dans toi, pour dire j'ai rêvé à toi. Et on a peur à quelque chose. J'ai peur à l'orage. Enfin bref. Mais pour ce qui est du rêve, oui, je suis allée très très vite. En fait, c'est un point de la réflexion que j'essaye de construire en ce moment, où j'essaye de comprendre comment on peut essayer de considérer ou d'écouter des choses muettes comme si elles formaient des phrases, comme si elles formulaient chacune une pensée, une idée, c'est-à-dire une pensée ou une idée de ce que la vie pourrait être. Alors j'essaye de regarder comme ça des rivières, mais aussi des oiseaux qui tombent et qui se cassent la figure en continu dans nos consciences écologiques. J'essaye de regarder comme ça des états du paysage industriel ou des choses comme ça. Et donc, j'essaye de comprendre comment les choses rêvent, comment on peut les laisser rêver, c'est-à-dire formuler leur idée, leur pensée. Alors, c'est une rêverie à mon tour, un peu, c'est une rêverie dans la parole, dans la langue. Mais en fait, c'est une espèce de
point d'exagération aussi de tout le travail que j'ai tenté de faire sur les formes de vie, qui considèrent que toute forme de vie, c'est un parti pris dans le monde, dans l'existence. Une bête, c'est un parti pris dans le monde. Voilà. Donc, sur cette question du rêve, je l'entends plutôt comme ça, le rêve des choses. Et puis, je sais plus ce que tu m'as demandé d'autre. Merci. Thank you so much.